Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir une femme exceptionnelle, sans qui certains d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui. Je parle d'une entrepreneur intrépide qui a concrétisé de nombreux projets sans jamais reculer devant les obstacles. Considérée comme une mère pour de nombreux jeunes, elle s'est donnée pour mission de promouvoir leur place dans le monde, en particulier sur le continent africain. Formée en communication mais également mentor dans ses moments de liberté, elle est devenue une coach de vie bien avant que cette vocation ne soit reconnue. Derrière ce personnage humble, pieux et sympathique se cache une véritable bibliothèque vivante. Une source inépuisable de conseils et de références forgée par près de 50 ans de carrière. Ici à Montréal, deux noms vont de pair. Indissociables l'un de l'autre, la Maison de l'Afrique Montréal et Mariam Sy Diawara, notre présidente fondatrice. Je me permettrai de la tutoyer parce qu'il s'agit bel et bien de ma mère. Ce qui s'annonce est un échange unique, tel que nous n'en avons jamais eu sur RDF, sans détour, mais avec une pointe de gêne de ma part. Parce qu'en effet, en 15 ans d'expérience, c'est la première fois que nous nous retrouvons ainsi, à micro interposé. Ma description pourrait s'étendre encore et encore, mais je préfère laisser ma mère témoigner de son expérience. Donc maman, après de nombreuses tentatives, nous avons enfin réussi à te capturer. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite dans nos studios, dans tes studios de Montréal, même si c'est pour un court séjour. Je suis votre humble animateur Moussa Slim, avec Moula Saïd à la technique, Blackbird à la caméra. Mesdames et messieurs, bienvenue à la réunion de famille. RDF. Et c'est le moment de vous abonner à nos différentes pages qui s'afficheront sur l'écran. C'est parti, mesdames et messieurs. Bienvenue sur RDF. Bonjour maman. Bonjour les jeunes, dis donc, moi-même je suis impressionné, tout ce qui a été dit, le professionnalisme des jeunes, parce que quand c'est nos enfants, on pense que c'est toujours des enfants, je vous le disais tout à l'heure, et bravo. Honnêtement, chaque fois que je reviens à Montréal et que je rentre à Maison de l'Afrique, je suis heureuse. Et je suis heureuse, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui se sont appropriés Maison de l'Afrique. Avant, on était entre vieux et on faisait Maison de l'Afrique et les jeunes n'avaient pas d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est eux qui reprennent Maison de l'Afrique. Bravo, bravo à vous tous les trois, Abdel, Chris et Moussa. Bravo Moussa. Merci pour tous les compliments. Ça mérite une applaudissement. Merci. Aujourd'hui, on s'était dit, est-ce qu'on prépare une interview comme on a l'habitude de faire, avec des questions dont on ne connaît pas encore la réponse, ou est-ce qu'on y va comme on le fait habituellement en fait quand on se retrouve en famille? Et puis bon, on a opté pour la deuxième solution, la deuxième façon. On s'est dit qu'on allait échanger avec toi. Donc, bon, on va repartir sur ton cheminement, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en même temps, en fait, nous, ce qui était important pour nous, en fait, c'était d'entendre quelques conseils de ta part, quelques techniques techniques d'entrepreneur, l'état d'esprit à avoir, en fait, parce que c'est ton état d'esprit qu'on aime beaucoup, qu'on aime tous et auquel on s'identifie beaucoup, en fait. Donc, pour commencer, ton histoire commence, est-ce que je devrais dire dans les années 70 ou dans les années 80, quand on parle de communication? Dans les années 70. D'accord. D'abord, il faut que je replace les choses pour Maison de l'Afrique et autres. Je remercie tous les jeunes qui ont servi à Maison de l'Afrique. Cheikh, Aboubakar, Tirangué, bien d'autres, tous ceux qui sont là, les jeunes du Burkina, du Rwanda, de la Guinée, du Mali, les jeunes de partout, du Sénégal. Je remercie tout le monde. Chris, arrange-toi pour que je sois belle, hein, parce que de toute façon, tu fais là. Ouais. Donc, pour commencer, l'histoire commence quand? L'histoire commence dans les années 70, où je suis embauchée par un des grands patrons de la pub en Côte d'Ivoire, qui s'appelait Ousmane Fissavané, et qui était mon oncle, qui était directeur de la radio, donc qui m'amène à l'agence de pub Havas, Côte d'Ivoire, qui s'appelait Ivoire Média, et qui était un mix Havas, France et Ivoire, tous les médias de Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que je commence, je vais en stage en France, et c'est l'occasion pour moi pour remercier
tous ceux qui m'ont apporté beaucoup. Il y a tous ces gars de Havas, tous ces grands patrons de la communication. Je suis encore avec un d'entre eux qui s'appelle Jacques Bille et bien d'autres. Je ne les cite pas tous, c'est parce que Jacques est avec moi en ce moment et nous aide beaucoup sur Africa Web Festival, mais j'ai reçu beaucoup d'humains. Et j'ai l'habitude de dire, moi j'ai eu de tout le monde, des Chinois, des jaunes, des rouges, des bleus, j'ai eu de tout le monde. Et c'est ça qui fait de moi, avec toute l'humilité possible, une personne, la personne que je suis. Ouais. Abel, pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, ok. Et donc, comme Moussa me demandait tout à l'heure, l'histoire, ça commence en 70. Je suis en stage chez Havas. Et après mon stage, je reviens en Côte d'Ivoire, où je travaille chez Ivoire Média. Et ma chance, et pourquoi j'ai un amour intense pour l'Afrique, c'est que Ivoire Média, en ce moment-là, était la seule agence de communication ouest-africaine structurée. Et donc, Havas nous envoyait au Mali, au Burkina, au Sénégal pour donner un petit savoir-faire à ceux qui ouvraient la structure de communication dans leurs médias, comme au Mali, comme au Burkina. Et, le Sénégal était déjà bien structuré, comme en Guinée. Donc, ça m'a permis de découvrir tous les médias ouest-africains et de tisser des liens, ce qui m'a amené après, quand j'ai créé ma propre structure, à ouvrir des agences dans ces pays-là. Donc, je pense que c'est de ça que part mon amour pour l'Afrique et puis mon amour pour le monde, quoi. Et quand je fais Maison de l'Afrique ou quand je fais Africa Web Festival, je vais chercher tout le monde en Afrique, je vais chercher en Belgique, je vais chercher en Europe, en France, je vais chercher en Amérique. Voilà. À l'époque, le terme d'entrepreneur, c'était pas encore un terme beaucoup utilisé, mais tu es quand même à un moment dans ton cursus parti à ton propre compte. Ça, c'était après ton expérience donc, à Ivoire Média, donc ça, c'était dans les années 90. Ok. Oui. Effectivement, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à... Je sais pas, on peut dire le hasard. J'ai dit à tout le monde, oui, entrepreneur, expliquer que oui, c'est vrai, je suis entrepreneur dans l'âme, mais entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on crée des entreprises. Moi, j'aime créer, j'aime faire ce qui n'existe pas et j'aime servir. Donc, ça fait que forcément, si je sens qu'il y a un besoin quelque part, je vais essayer de faire quelque chose, une action qui va aider à ce que ce besoin soit satisfait. Donc, j'expliquais que quand je crée mon entreprise, je n'ai jamais pensé créer une entreprise. J'ai toujours pensé faire une structure comme Havas, que j'avais connue, qui s'occupait de la communication de la France. Et comme nous, on était à Ivoire Média, moi, mon rêve, c'était de faire de Ivoire Média un Havas pour la Côte d'Ivoire. Et donc, quand je parle de Ivoire Média, parce que très indépendante, pas d'attache quand je sens que je ne peux pas faire ce que je pense normal. Donc, je parle d'Ivoire Média parce qu'il y avait trop d'enjeux et parce que je ne me laisse pas faire et je ne sers pas, comment on dit ça, aveuglement. Si ça sert, je sers. Si ça ne sert pas, je ne fais pas. Donc, les gens avaient trouvé d'autres personnes plus faciles, plus malléables. Et donc, j'ai dû partir de moi-même de Ivoire Média. Mais quand je partais, quoi faire de ma vie, ça, je ne savais pas. Est-ce que je crée une entreprise? Est-ce que je ne crée pas une entreprise? Mais le rêve était de promouvoir l'Afrique depuis mon jeune âge. Comment est-ce que je peux faire pour montrer le bon côté de l'Afrique? Et puis pour donner à l'Occident ce que l'Afrique a de mieux, pas ses matières premières, mais son savoir-faire, son empathie, son humanisme à certains moments. Et parce que depuis les années 70, je sais que l'Afrique peut donner beaucoup à l'Occident, mais pas de la manière dont ça se passait. Voilà. Déjà à l'époque, on voit que tu comptais déjà sur la jeunesse. Parce que dans ton personnel, déjà, tu as formé déjà une équipe de jeunes, bon, maintenant qui sont des anciens, mais
à l'époque qui étaient des jeunes, on voyait aussi que tu avais fait une revue Univers Jeune Oui. qui touchait beaucoup la jeunesse. Oui. Mais tout ça t'est... D'abord, quand je quitte Ivoire Média, Mhm. je ne pense pas créer une entreprise. Je me dis, je vais aller dans des structures comme la BAD, proposer mes services pour faire la promotion de l'Afrique. Ok. Et là, je suis là, et puis à un moment, comme je travaille avec eux, le travail qu'ils me donnent prend de l'ampleur et ils me disent, crée une entreprise. Ok. C'est comme ça que j'ai créé l'entreprise. Ok. Et là, je crée Univers Média, parce que, pourquoi Univers Média? Parce que je me dis, l'autre c'était Ivoire Média. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est trop petit pour moi. Moi, c'est l'univers qu'il me faut. Et je veux montrer les médias de l'univers. Je veux toujours faire des liens entre les humains. Donc, là, je crée Univers Média et puis j'ai le soutien de pratiquement tous les jeunes, comme les Adama Sanogo, paix à son âme, comme les Paulin d'en haut, qui viennent, comme le ministre actuel de la communication, qui viennent avec moi et on crée Univers Jeune. Univers Jeune, parce que je me dis, il faut former les jeunes, il faut donner des plateformes pour qu'ils s'expriment, il faut qu'ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Donc, d'où vient l'idée de Univers Jeune. Et l'autre lien avec Univers Jeune, c'était d'amener tous ces grands frères, tous ces tontons qui avaient des connaissances, créer une plateforme où ils peuvent venir parler aux jeunes. Ok. Ce qui est à peu près ce qu'on essaie de faire en ce moment à RDF. Ok, justement. Merci RDF. J'ajoute que c'est RDF Maison de l'Afrique. Hein. Oui, RDF Maison de l'Afrique. Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce qu'en ce moment, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans les locaux de la Maison de l'Afrique et c'est une initiative même de la Maison de l'Afrique, le projet RDF, qui a commencé durant la pandémie justement. Donc. Et puis Moussa, je ne sais pas si tu te rappelles, Maison de l'Afrique tout au début, on a pensé faire une radio pour l'Afrique. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Oui, c'était ça. Et cette radio, elle devait mettre en contact tous les Africains en Amérique, aussi bien aux États-Unis, c'était ça le but, au Canada, parce qu'il y en avait beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada en cette période-là. Et merci pour ce que tu viens de faire, parce que ça recrée ce grand projet qu'on avait et qu'on n'a pas pu faire en son temps. Exactement. On espère justement, l'objectif c'est d'arriver à ce point-là où on n'aura pas seulement RDF comme émission, mais on pourra avoir toute une radio avec différentes émissions. Ça, c'est un des objectifs de la Maison de l'Afrique. Si on revient dans les années 90, donc après donc cette période-là où tu as été en Côte d'Ivoire et tout ça, tu as fini par arriver au Canada. Oui. Dans les années 2000. Ok, donc on est à Abidjan, on crée Univers Jeune, on fait Univers Tourisme. Mais pendant tout ce temps, je vais en France, je viens au Canada et je regarde tout ce qui pourrait être fait en Afrique. En Afrique, quand je dis en Afrique, c'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire principalement parce que l'agence principale du groupe était à Abidjan, c'était le plus gros, mais c'était comment dupliquer tout ce qu'il y avait. Et j'avais remarqué dans cette période-là que le Canada avait de beaux projets pour le jeune, par exemple, pour les jeunes. Par exemple, il y avait Univers Tourisme qui faisait que les jeunes de tous les coins se rencontraient pour travailler ensemble. Donc, moi, mon but en Côte d'Ivoire, c'était parce que je voyais déjà tous ces petits problèmes qui se posaient. Je suis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Comment faire pour que l'homme de l'est connaisse l'homme du sud et puis comment faire pour que l'homme du nord connaisse bien l'homme du sud pour qu'ensemble ils collaborent et qu'il n'y ait pas de préjugés ou d'a priori sur les uns sur les autres. Donc, le groupe Univers Jeune, c'était un groupe d'édition qui faisait des livres moins chers. C'était un groupe de formation parce que l'ambassade de France, non pas l'ambassade de France, le centre culturel français nous offrait ses locaux pour qu'on fasse des formations pour aider les enfants moins nantis, les enfants du quartier moins nantis qui n'avaient pas de maître de répétiteurs. Et on cherchait des professeurs
qui avait du temps à donner et il venait faire de la répétition à ces enfants-là pour le brevet et le bac. Ok. Et d'ailleurs, c'est une de mes fiertés, ça, parce que ça a tellement bien marché, parce que les professeurs donnaient beaucoup de leur temps et il s'est avéré que beaucoup de sujets des bacs ou du brevet étaient traités à ces endroits. Et à la fin de ça, d'ailleurs, les enfants des quartiers riches venaient à ces formations-là, ok. à ces, comment on appelle ça, à ces accompagnements des Cours de professeurs. mentorat, je pense. Oui, à ce mentorat. Donc, il y a eu ça, et puis qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait Univers Santé, il y avait le sida qui pointait, et il fallait expliquer aux jeunes la santé, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y avait Univers Études, comme j'ai dit, de formation et d'accompagnement des jeunes. Et puis, il y avait Univers quoi? Il y avait beaucoup d'univers. C'était comment accompagner les jeunes, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont des savoirs extraordinaires, qui les gardent pour eux et qui aimeraient les donner à d'autres personnes. Et comme j'étais en contact avec tout le monde, j'allais chercher les gens et je les mettais en contact avec les gens pour qu'ils donnent leur savoir et autres. Et donc, on avait Univers Jeune, on avait la maison d'édition et on a encore la maison d'édition qui s'appelle Passerelle Édition. Cette maison d'édition, elle a été la première maison d'édition privée en Côte d'Ivoire. Les autres étaient gouvernement, ou c'était Havas, Hachette qui avait, ou c'était le gouvernement de Côte d'Ivoire qui avait SEDA. Mais nous, on avait la première maison privée d'édition qui s'est appelée Plume d'Argent, qui a édité en premier lieu, et ça c'était dans les années 76, avant même que je quitte Ivoire Média, qui a édité parce que on se demandait pourquoi, parce que moi je me suis toujours posé des questions, pourquoi ça, pourquoi pas ça, et pourquoi les jeunes en Afrique ne lisent pas, parce qu'il fallait amener les gens à lire, et on s'est dit, si tu fais, ils ne lisent pas parce que ce qu'on écrit peut-être ne les intéresse pas, alors si tu leur demandes d'écrire, ça va être des choses qui les intéressent et ils vont lire. Et quand tu lis, forcément, tu partages avec les autres. C'était partager. Ah, je reviens sur quelque chose. Pourquoi partager? Pourquoi lire? Parce qu'on avait une structure d'études et on s'était rendu compte que c'était d'abord la structure d'études française qui était venue faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. Et on s'était rendu compte que les gens ne répondaient pas aux questions. Par exemple, si on demande, c'était êtes-vous bancarisé? Dans les années 70, on avait trouvé que plus de 90% de la population était bancarisée, alors que normalement, il n'y avait même pas 5%. Et pourquoi il répondait? Il se disait, lui là, c'est son travail, si je lui dis que je suis bancarisé, ça va l'aider. Il sera content. Et donc, comment amener les gens à réfléchir, à échanger et trucs? Donc, on a fait la maison d'édition, on a fait Plume d'Argent, on a été chercher des jeunes, on a fait un concours avec d'autres amis, on s'était mis ensemble pour faire les amis de la culture, on a été chercher des jeunes et on a dit, c'est un concours, écrivez des livres et nous on va publier. Et ça a été Plume d'Argent, ça a été les premières publications de Plume d'Argent. Après on est rentré dans faire des livres moins chers, c'était les fascicules pour le bac, le brevet et autres, pour que les jeunes qui venaient au cours puissent avoir des fascicules et que ça soit pas cher, au lieu que ça coûte 2000, 3000, on leur vendait ça à 200 francs, 300 francs. Et puis, et qu'est-ce qu'on a fait après ça? Tu étais jeune, mais vous venez souvent à... On a participé un peu. Vous avez participé. C'était un beau groupe, une belle œuvre, parce que c'était le travail de tout le monde, aussi bien des employés que de la fondatrice, que des gens qui gravitaient autour et qu'on allait chercher pour dire, venez nous aider, on veut faire ci, on veut créer ça. Et ça, c'était une période aussi prospère en Côte d'Ivoire. Oui. Mais on a aussi eu la suite en 2000, les années 2000 où les choses sont politiquement compliquées en Côte d'Ivoire. Oui, les années 2000, les choses ont commencé à pas bien se passer. Et moi, déjà, j'étais impliquée dans la francophonie. On avait créé une association qui s'appelait, c'était mes patrons,
qui avait créé, c'était les Jacques Bi, qui avait créé une association avec les Ousmane Sissavané et un autre Tidiane qui est décédé aussi, sénégalais. Ils avaient créé, et des Congolais aussi, Gabonais, des grands patrons de communication, avaient créé le mondial de la publicité francophone. La représentation africaine, c'était l'UACOM, Union des communicateurs africains, et puis il y avait les Canadiens, puis il y avait les Français. Et à un moment, moi j'ai représenté l'UACOM, c'était l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche. Et donc, ça m'a permis d'être sur le conseil d'administration de, du mondial de la publicité. Et comme les réunions se tenaient à Montréal, donc depuis les années 90, on venait à Montréal pour les réunions et ça m'a permis de voir le Canada, de connaître le Canada. Et après, mon mari est venu ici, a vu le Canada qui lui plaisait bien et puis il a inscrit ses enfants ici. Mon aîné Aboubakar et le second qui est en face de moi, là, Moussa, qui était étudiant ici. Et puis, donc en 2000, ça commence à pas bien se passer en Côte d'Ivoire. Je déteste l'adversité, les palabres, parce que moi, j'aimerais toujours être le lien entre les gens, la passerelle. C'est pour ça que toutes mes affaires, il y a un mot lien qui est passerelle et tout. Et là, quand j'ai vu que ça ne se passait pas comme je voulais et que les gens commençaient à ne pas s'aimer, je me suis dit, je ne veux pas participer à ça. Et donc, j'ai décidé de prendre une année ou 2 ans sabbatique. Et pour moi, j'ai oublié une partie de l'affaire, c'est que déjà dans les années 90, quand j'ouvre le groupe Univers, là, on est partenaire avec Saatchi & Saatchi, qui était la première agence de communication mondiale. Et le siège de Saatchi & Saatchi était en Afrique du Sud. Et donc, moi, j'étais souvent en Afrique du Sud. Et dans cette période-là, l'Afrique du Sud s'ouvrait et ils avaient donné une autorisation de radio africaine. Et j'avais eu la chance d'avoir cette autorisation-là. Donc, le gouvernement sud-africain devait aider à créer une radio d'Africains. Pas sud-africains, mais d'Afrique ouest, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et trucs. Et donc, moi, je voulais participer à cette activité-là, puisque j'aime bien tout ce qui démarre. Et mon mari me dit, mais attends, tes enfants sont au Canada, tu as passé toute ta vie à travailler, tu pourrais aller rester un peu avec eux au Canada au lieu d'aller faire une autre activité en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que je me dis, bon, je prends 2 années sabbatiques, je viens rester avec mes gars. Et puis, j'attends que la Côte d'Ivoire se pacifie pour y retourner. Ça me fait rire parce que je me souviens que la première année que je suis venu à Montréal, on est passé par l'Afrique du Sud avant d'arriver ici. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle quand j'étais oui, c'est vrai. Et puis vous restez ensemble, toi et ta sœur, à regarder ce qui se passe en Afrique du Sud. Quelque chose qui me fait plaisir, c'est que j'ai beaucoup voyagé avec les enfants, beaucoup, avec les jeunes maintenant. C'était pour qu'ils voient le monde, qu'ils apprennent le monde et qu'ils soient de bons humains, qu'ils sachent que tout le monde est frère et sœur et tout. Et ça, vraiment, j'ai réussi. Là, c'est pas pour faire un lancement, c'est des vrais gars. Hyper cultivé, hyper intelligent, n'est-ce pas Chris? N'est-ce pas mon petit mari qui est là? Et qui quand même ne se la pètent pas, qui sont des bons petits humains. Et puis je dis souvent à mon mari, je suis étonnée quand j'ai certaines discussions avec les jeunes, tellement ils sont cultivés. Et ça me fait plaisir de voir, bon, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais ils en savent plus que moi qui passe toute ma vie à apprendre. Donc, bravo les gars. Merci. C'est vrai que... Et la go. Quel go? Bichette. C'est vrai qu'en fait, quand souvent on compare les gens, on se compare les jeunes Africains aux jeunes Américains et tout ça. Les Africains, on a souvent tendance à regarder beaucoup vers l'extérieur, donc
sans voyager même des fois, on regarde beaucoup vers l'extérieur, donc on est beaucoup plus instruit sur ce qui se passe dans le monde que un jeune Américain qui n'a pas voyagé, qui n'a pas bougé. En fait, c'est vrai que le voyage, ça apporte toujours quelque chose, une certaine ouverture par rapport au monde. On découvre qu'il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre dans le monde qui existe, qu'on ne connaît pas. Et puis, mon mari et moi avons toujours magnifié le savoir, la connaissance. Moi, j'ai grandi avec un frère. On me dit toujours que je parle de mon frère qui s'appelle Moussa, Moussa là porte le nom de mon frère, et avec lequel on avait toutes les discussions. Comment le monde va être demain? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui commande? Qui gouverne? Je peux dire que dans ma génération, la seule fille qui avait ce genre d'échange avec les gens, pas la seule, mais en tout cas, j'étais une des privilégiées. Je pouvais parler avec mes frères du monde. Je lisais le Nouvel Observateur quand j'étais au lycée. Jeune Afrique, la même chose. J'en discutais avec mes frères. Donc ça a été une bonne chose pour moi. Et souvent, ici, quand les gens me demandent « Est-ce que tu es féministe ?» Je dis toujours « Je suis humaine » parce que je n'ai jamais été élevée comme une fille. J'ai eu un père qui m'a toujours dit, donc contrairement à ce que les gens croient qu'en Afrique, là, on vous élève comme des filles, c'est vrai, il y a des schémas, c'est vrai, il y a une majorité, mais en général, nos parents, ils voyaient un humain qu'ils élevaient. Et une fille, moi je me rappelle quand je me marie, mon père me dit, tu vas quand même pas perdre ton nom. En ce moment, même dans la grande France, les gens perdaient leur nom. Et c'est pour ça que sur mon nom de mariée, il y a Si. Et j'en parle avec mon mari. Je dis, mon père est inquiet parce que je vais perdre mon nom. Il dit, ton père aussi, ben ça fait rien, garde ton nom. C'est comme ça que j'ai gardé mon nom. Donc, j'avais un frère Moussa qui m'a tout appris, et tous mes frères d'ailleurs. C'est pas Moussa seul, tous les autres, c'était... Il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps à des funérailles qui dit, la coqueluche des frères Sissavanés, parce que j'étais toujours avec eux, ils étaient toujours avec moi. Et d'ailleurs... et quand je quittais Ivoire Média parce que je pensais que c'était injuste ce qui m'arrivait, parce que j'avais passé toute ma vie à me battre pour cette entreprise, et quand je quitte Ivoire Média, j'explique à mon frère et puis je pleure, et il me dit mais arrête, tu vas pas pleurer comme les filles, et on se met à rire, mais je suis une fille. Donc, information. Donc chez nous, c'est vrai, on parle beaucoup de genre et autres, mais en Afrique, moi, je pense que c'est plus l'humain qui est mis en avant. C'est vrai, je suis femme, j'ai des choses que je peux faire plus qu'un homme, mais je ne le vois pas supérieur à moi. Donc, quand on rentre dans des schémas où on est l'un contre l'autre, ça, ce n'est pas nous. On n'est pas dans ça. Et quand je suis en Côte d'Ivoire ou partout où je suis en Afrique, j'ai dit aux gens, c'est vrai, nous les femmes, on a besoin d'une place, on a besoin de visibilité, mais l'ennemi, ce n'est pas l'homme. Nous devons faire nos choses côte à côte. Les gars, ils ont leurs forces, nous on a nos forces et on fait avec. Et avant de venir, j'étais invitée dans un journal, c'était Femmes d'Afrique. Et c'était un débat et j'essayais d'expliquer aux jeunes que coach, tout ça c'est bien, mais personne n'est contre personne. On avance ensemble, toi tu peux faire ça, tu fais, nous les femmes on peut faire ça, on fait. Donc vraiment que l'Afrique apprenne à s'élever, mais en fonction de ses valeurs et en fonction de ce qu'elle est. Qu'elle ne copie pas tout ce qu'elle voit à l'extérieur, parce que ce n'est pas nous. Voilà. C'est intéressant. Je pense que ça a été un argument que ma femme a utilisé pour ne pas prendre mon nom de famille, justement. Elle m'a dit, mais ta mère elle-même, elle a gardé son nom de famille. Mais justement, donc, on a dit, bon, déjà, le mouvement féministe même était développé ici au Canada. Tu as dû être aimé ici quand tu es arrivé. Alors. Oui, mais l'avantage au Canada, c'est qu'ils peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils t'écoutent. Par exemple, j'ai des amis ici, la crème des femmes québécoises et autres. On passait
nos vies à discuter parce que moi j'avais des schémas qui étaient des schémas d'Afrique, eux ils avaient des schémas qui étaient des schémas d'ici, on avait des cursus différents. Par exemple, il y a une qui se moquait de moi, tu passes ta vie à faire à manger pour tes enfants et ton mari. Et là, mon mari lui disait, oui, mais je ne fais pas, je la frappe, rien que pour l'énerver. Et elle ne comprenait pas la nuance. Blague, ouais. Et à la fin, je lui expliquais, ce que je sais faire, c'est faire à manger. Il ne sait pas faire à manger, mon mari. Donc, je complète. Et puis, bon, pour l'énerver, ce que lui sait faire, c'est travailler. J'arrache son argent et je m'achète des fringues. Elle me fait, mais non. C'est ça. Je dis, c'est le partage des tâches. Mais ça, c'était pour blaguer. Et en Afrique, on a bien appris le partage des tâches. Et j'explique aux gens, dans le contexte africain, s'il n'y a pas de femmes à la maison, et ça se passe maintenant, si tout le monde part au travail, l'homme n'a pas l'habitude de s'occuper d'enfants, d'éduquer des enfants, qui perd, c'est les enfants. Ouais. Et qui perd, c'est la société. Donc, il ne faut pas qu'on oublie nos rôles, il faut qu'on regarde comment nos sociétés fonctionnent et comment est-ce qu'on va faire pour que ça se passe bien. Je ne dis pas que les gars n'ont pas envie de commander les filles. Je vois vous tous qui êtes ici, là. Sûrement, de temps en temps, vous prenez supérieur à nous, mais c'est à nous de faire, OK, quand tu fais ça, je peux faire ça, mais je te laisse faire ça et puis je fais ça. Et puis, la beauté de l'Afrique, c'était quand même la sagesse. C'était pas l'ego super développé, l'orgueil. C'était comment on va faire pour que la société fonctionne et fonctionne correctement. Bon. Et ça, on oublie. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, je reviens encore dans mon affaire d'Afrique du Sud, dans les années 90-2000, quand je viens ici. Je garde quand même les entreprises en Côte d'Ivoire, qui étaient des entreprises de production, des entreprises de communication, conseil, de régie, publicitaire. Des entreprises de production parce que en ce moment-là notre gros souci en Afrique c'était produire parce que les mémoires de l'Afrique et les autres c'est pas écrit et si on ne produit pas et toutes les productions avant venaient d'Occident ça continue c'est vrai je pense encore un problème ça a toujours été ça. Et c'est pour ça qu'on a toujours, nous, au sein du groupe, une cellule de production. Production vidéo, maintenant, photo. Et l'avènement du numérique nous a fait penser qu'on pourrait produire moins cher. Mais on n'arrive pas encore parce que nos jeunes manquent de formation. De formation à la qualité. Parce que dès que quelqu'un apprend un peu, il pense que ça suffit et qu'il peut tout faire. Il ne veut pas s'ouvrir à la connaissance, à la formation. On parlait de ça, le souci du détail. On ne nous nous forme pas dessus. On essaie de faire ça et c'est ça qui fait que je reste collé à l'Occident, c'est-à-dire à la France et au Canada. Au Québec, c'est trouver toujours des gens qui vont m'aider à former les jeunes en Côte d'Ivoire. Là, je ressemble un peu à Houphouët-Boigny. J'ai dit toujours, si je forme mes jeunes, ça va être ça. C'est peut-être Houphouët qui a déteint sur moi en disant toujours, si je forme les jeunes, ça va donner ça. Là, quand tu dis ça, je calcule toujours les détracteurs qui vont toujours parler de... Quand on parle d'aide et de France, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et tout ça. Moi, là, je rebondis là-dessus tout de suite. Moi, je suis en concurrence avec personne. Le bien n'est pas d'un côté et le mal de l'autre côté. Dans tout, il y a le bien, il y a le mal. La colonisation, c'est pas une bonne chose. Ceux qui ont colonisé ont dit eux-mêmes que c'était pas une bonne chose. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien donné? Non. Moi, Mariam, si je suis ce que je suis, c'est grâce à la France. Ils m'ont beaucoup donné. Ils m'ont emmené en stage partout. Ils m'ont beaucoup apporté. J'ai eu même des patrons qui étaient comme mes parents. Alors, mais c'est intéressant de dire ça le problème parce que... en Afrique et surtout dans nos régions, ce que je vois, c'est que les gens pensent, eux doivent rien faire, les autres doivent tout leur apporter. Mais ils se battent, même entre eux.
en Europe, c'est qui peut faire ci, qui peut faire ça, ils se battent entre eux. C'est vrai. Nous, on ne va pas rester là pour dire, ouais, ils ont mangé notre argent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. So what? On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Ouais, on fait quoi? Et c'est ça mon truc avec les jeunes. On fait quoi? Vous ici, dormez seulement comme vous dites. Vous êtes là, vous bavardez. C'est vrai, si on bavarde pour ouvrir l'esprit des gens, je suis d'accord, mais pas dans le négativisme. Pas mettre les gens constant. Les uns contre les autres. On se fait utiliser, on s'est toujours fait utiliser. La preuve, moi en 2004, je perds toutes mes entreprises. J'étais tellement déstabilisée parce que je ne me suis jamais mis dans une affaire politique. Jamais. Tout ce que j'ai voulu, c'est former des jeunes, apporter beaucoup. Mais c'est moi qui perds. Quand tu dis que tu perds tes entreprises, voilà, c'est ça. Ils ont cassé. Ils ont tout cassé, ils ont pillé, ils ont déchiré tous les papiers, ils les ont brûlés. C'était volonté manifeste de nuire à une entreprise qui employait des centaines de personnes. Mais pourquoi? Et sous quel prétexte? Je sais pas, peut-être il y en a qui disaient, les gardiens ils ont dit on va tuer tous les Youla, mais j'ai dit ils sont tellement nombreux que ça m'étonnerait qu'on puisse les tuer tous. Mais ça n'avait pas de sens, c'était juste la jalousie, c'était la jalousie, tout ce qu'ils disaient c'était pour faire perdre les gens quoi. Mélanger les gens, mélanger les gens en disant oui c'est une affaire de ci, c'est une affaire de ça, c'était juste une affaire de jalousie, détruire. Et là, ce que je déplore, c'est que toute ma vie, j'ai tout donné à la Côte d'Ivoire. On avait un groupe, on avait des centaines d'employés. On a vendu la Côte d'Ivoire, on a vendu l'Afrique à l'extérieur. On a essayé de donner une très très belle image. Je perds mes entreprises. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de casse en Côte d'Ivoire. Toutes les entreprises françaises ont été dédommagées par la France. La Côte d'Ivoire ne m'a pas donné un sou. Je me suis débrouillée pour me relever. J'ai débaptisé mes entreprises en Côte d'Ivoire. Au lieu de les appeler par leur nom, j'ai mis Maison de l'Afrique parce que j'avais peur que les gens viennent casser. Donc, vraiment, gouvernement ivoirien ou intellectuel ivoirien ou gens, regardez quels sont ceux qui apportent une plus-value et essayez de les aider. Parce que je serais une personne qui a beaucoup de besoins, j'aurais pas pu reprendre les entreprises. Heureusement, j'ai pas besoin de m'acheter des bijoux, je mange pas beaucoup, je fais pas des trucs. Donc, j'ai pu reprendre les entreprises. Le but, c'est de toujours former, toujours éduquer et toujours apporter quelque chose. Et c'est là qu'on vient ici, on fait Maison de l'Afrique parce que je me rends compte que le Canada ne connaît pas l'Afrique et qu'on pourrait faire des belles choses parce que je vois qu'ils ont des modules pratiques pour l'Afrique et que ça pourrait apporter beaucoup aux jeunes Africains. Donc, quand j'arrive, j'essaie de voir comment est-ce que je peux faire en formation, comment est-ce que je peux amener les Canadiens en Afrique pour investir, comment je peux amener les Africains ici pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Et donc, pendant des années, je fais ça. Je représente l'Afrique pendant les salons du tourisme, salon de l'agriculture, sans aide de qui que ce soit, s'il vous plaît, avec mes pauvres petits sous. Et on reste là et à un moment, quand je fréquente tous les Africains d'ici, Yves, Moïse, Guy, tous ceux qui sont décédés, paix à leur âme, tous qui avaient un intérêt pour l'Afrique, Massa et bien d'autres personnes, Zakaria, oui, et bien d'autres, si j'oublie, mais des gens qui avaient un intérêt pour l'Afrique et qui étaient ici, ils disent oui, on a toujours voulu créer une maison de l'Afrique, mais on n'a pas les moyens et on n'a pas eu la subvention. Et là, à un moment, Dieu sait faire les choses, je me retrouve avec des sous que je ne savais même pas qui existaient. Et là, ces sous-là, on les prend, je les prends. Il y a un espace qui se libère. Je trouve un Québécois qui aime l'Afrique et qui voulait faire Maison de l'Afrique, mais qui ne veut pas acheter parce que c'est pas rentable. Et lui me dit, je peux t'aider. Lui me trouve un terrain, on achète, on fait Maison de l'Afrique. Et on construit Maison de l'Afrique avec l'aide, bien sûr, de M. Diawara Ibrahima. Il ne faut pas être ingrat parce que les hommes disent toujours que les femmes sont ingrates. C'est mon père qui disait ça. Elles vous aiment seulement quand vous êtes mort. Et donc, on construit Maison de l'Afrique.
la beauté dans l'affaire, c'est que à l'inauguration, ça aussi, ça a été un de mes rêves. Comment faire pour que l'Afrique et les Afro-descendants en Amérique se mettent ensemble pour un développement. Ça aussi, je l'ai appris parce que je me rappelle, avant que je quitte Ivoire Média, Oufouette avait donné de l'argent pour qu'on invite toutes les femmes afro-descendantes, qu'elles viennent en Côte d'Ivoire, qu'elles viennent visiter la Côte d'Ivoire, surtout celles qui sont dans la culture. Ce que j'avais fait, donc ça s'était resté dans ma tête, et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour que Haïti et les autres îles... Brésil aussi. Brésil, oui, on avait le Brésil ici beaucoup. Hugo Chavez aussi. Hugo Chavez. Venezuela. Venezuela, oui, exactement. Qui nous a envoyé un gentil mot d'ailleurs quand il était là. Comment est-ce qu'on va faire pour que l'Afrique et les Afro-descendants s'approprient Maison de l'Afrique, soient dedans? Et ensuite, c'est pas eux seulement. Comment est-ce qu'on va faire aussi pour que les Blancs qui aiment l'Afrique s'approprient Maison de l'Afrique? C'est pour ça que le discours d'inauguration, c'était Maison de l'Afrique. C'est comme une maison où chacun vient avec ce qu'il sait faire et repart avec ce qu'il a appris. Donc, les Blancs qui aiment l'Afrique, les Noirs qui sont partis, les Noirs qui sont d'ici, tous ceux qui ont une âme pour l'Afrique viennent ensemble ici et qu'on fasse Maison de l'Afrique. Et la beauté, c'est que d'abord Haïti était à l'honneur pour l'inauguration, et la vraie beauté, c'est que tous les ambassadeurs d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, de Ottawa, ont loué un car et sont venus faire l'ouverture de Maison de l'Afrique. Ça a été une belle chose. C'est ça qui a donné à Maison de l'Afrique son nom. Et maintenant, le rêve de vous les jeunes, c'est de, après Covid, là, c'est de repartir, ramener tous ces Africains, ramener tous ces Afro-descendants, Brésil et autres, tous ceux qui étaient là avant, Venezuela et autres, qui reviennent à Maison de l'Afrique et qu'on se remette ensemble pour parler de culture, pour parler d'affaires et pour parler d'humain. Voilà, être humain. Exactement. Donc, c'est vrai. Bon, déjà, nous on a ce challenge-là de parler d'Afrique à une nouvelle génération, même en fait, qui arrive. C'est-à-dire, on a une nouvelle génération de Canadiens qui sont originaires des pays d'Afrique. Et on a aussi les nouveaux qui arrivent, en fait. Bon, aussi, mais le truc aussi, c'est qu'avec Internet, c'est beaucoup plus facile de les toucher maintenant, je trouve. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés de faire qu'ils s'approprient. Est-ce que c'était quoi les difficultés que tu avais rencontrées au départ Moi, quand je suis arrivé, tout le monde avait un besoin d'Afrique. Aussi bien les Québécois, qui dans la francophonie avaient beaucoup été, des personnes comme Bernard Martin, le Premier ministre Martin, Paul Martin, merci. Oui, il connaissait l'Afrique. L'autre aussi, qui faisait des conférences ici. Bouchard oui, non, qui est décédé maintenant. Un Premier ministre? Oui, et qui donnait beaucoup de conférences ici. C'est pas Lucien Bouchard, hein? Lucien Bouchard, c'était... il y avait Lucien Bouchard. Enfin, la plupart des premiers ministres ici venaient donner des conférences. Il y avait Jean-Louis Roy qui s'était occupé de la francophonie, qui était un bon Africain, qui était là tout le temps. Il y avait, comment il s'appelle, qui nous a beaucoup donné d'ailleurs, un premier ministre qui était professeur d'université. Les noms me reviennent pas, mais je les vois en photo, mais les noms me reviennent pas. Oui. Ah, ça me dit quelque chose quand tu dis Bernard en fait, mais en tout cas ça reviendra. Qui nous a beaucoup apporté. Beaucoup d'autres, les gens de la ville était tout le temps avec nous. Et le député Boulris qui a toujours été là aussi. Qui était là. L'autre aussi, il y a eu
ministre de l'immigration, je crois qu'il était Boulris aussi, qui était souvent avec nous. Et... Bon, parmi les politiciens, il y a eu Makakoto aussi de la culture qui est venu. Makakoto était souvent avec nous. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde a fait Maison de l'Afrique. Et comment on est arrivé? Parce qu'il y avait un besoin d'Afrique. Il y avait un besoin d'un espace où l'Afrique se retrouverait. Et ce besoin-là, donc tout le monde est venu et on l'a fait ensemble. Il n'y avait pas c'est moi qui paye, c'est moi qui fais ci. Tout le monde a apporté ce qu'il pouvait apporter pour que l'Afrique vive. Et c'est l'occasion pour moi pour les remercier parce que chacun s'est approprié Maison de l'Afrique et a beaucoup donné. Ce qui est magique avec la Maison de l'Afrique, c'est que au départ, quand Maison de l'Afrique a commencé à exister, il faut dire que c'était pas évident de faire une étude de marché ou quoi que ce soit parce que le public que tu touchais, en fait, c'était un public dispersé dont on n'avait pas de statistiques. Il y avait un besoin d'Afrique aussi. Le public québécois qui a besoin d'Afrique. Tu as les immigrants d'Afrique qui étaient un petit peu dispersés partout. On n'avait pas vraiment de chiffres sur eux. On savait pas, donc vraiment, en fait, c'était se lancer dans une aventure dont tu n'avais pas vraiment le... C'était d'abord le premier truc, c'était représenter l'Afrique, montrer l'Afrique, ce qu'elle a de beau et ce qu'elle peut apporter à l'Amérique du Nord. C'était ça. Pourquoi le choix du Canada? Parce que ça aurait été plus facile de le faire à New York. Tu as beaucoup d'afro-descendants et des choses comme ça, et puis ça les intéressait là-bas. Pourquoi le Canada? Parce qu'on était dans la francophonie et beaucoup de gens du monde politique connaissaient déjà l'Afrique. Comme il y a Paul Martin, il y a l'autre qui était... j'ai vieilli, mais qui était un type superbe qui nous a beaucoup apporté. Donc... Là, on revient ici, on crée Maison de l'Afrique, et puis dans la foulée, et un remerciement à Radio-Canada, avec Sylvain Lafrance et Yvan Asselin et d'autres personnes de Radio-Canada qui nous ont apporté leur savoir-faire en médias. Et donc, dans cette foulée, et François Bougingo, et dans cette foulée, on crée Africa Web Festival. Mais ça, j'aimerais préciser quelque chose. Bon, c'est que faut préciser quelque chose. Madame Diawara, comme elle n'aime pas trop parler d'elle, elle aime parler de ses business. Nous, on trouvait ça important de parler de toi. On s'est dit, aujourd'hui, là, quand on va parler avec toi, surtout qu'il nous reste même pas 10 minutes dans l'interview déjà, on voulait parler de toi. Parce que ça, c'est un point que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, tu n'aimes pas parler de ça, mais durant cette période-là, faut dire que tu as quand même lutté contre un cancer. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, je quitte ma Côte d'Ivoire déçue parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Quand les gens ici me demandent c'est quel endroit où il fait bon vivre en Afrique, je dis toujours la Côte d'Ivoire si c'est pas ton pays. Et quand ils me demandent pourquoi si c'est pas ton pays, parce que je dis les Français disent qu'en Côte d'Ivoire il y a les meilleurs vins, les meilleurs fromages, les meilleurs. Si il fait bon vivre dans ce pays, parce que c'est un petit Canada, c'est un pays où tu as tout, tu as Camerounais, Congolais, Burkinabé, Guinéen, tu as tout le monde, tu as Français, tu as Suisse, tu as tout le monde qui est là, et chacun apporte le meilleur de lui. Comme ça a été le cas à Maison de l'Afrique. Chacun apporte le meilleur de lui. Et donc, donc justement, tu vois, j'ai fini avec les créations, donc... Mais justement, donc dans cette période-là, parce que ça n'a pas été une période facile pour toi non plus. Ça a été difficile, oui, justement. Je focus sur les créations, mais donc on fait Maison de l'Afrique, il y a les entreprises qui se cassent, et au moment où les entreprises se cassent, avec le père, l'imprimerie ici du père Pelado, on se dit on va faire une imprimerie en Côte d'Ivoire, une grosse imprimerie en Côte d'Ivoire. Et tout ça s'est cassé dans l'affaire. Heureusement, le gars n'avait pas investi, que c'était moi-même mes investissements. Donc, tout se casse et je perds mes rêves parce que je ne comprenais pas pourquoi on peut, parce que que les gens entre eux se battent parce qu'ils sont dans la politique, je comprends, mais je n'ai jamais été dans ça, je fais mon travail, j'aide. Et pourquoi des choses comme ça peuvent arriver? Et puis là, ça fait que
je ne sais pas si c'est le stress et autres, je prends un gros cancer. Et quand j'ai ce cancer, tout le monde se dit, elle ne va pas s'en sortir, même mon médecin et autres. Mais moi, je fais mon petit deal avec le bon Dieu. Bon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. J'ai trop de choses à faire, il ne faut pas me tuer. Et puis mes parents étaient vivants, ils n'auraient pas supporté ma mort. Ouais. Et donc, Dieu merci, j'ai un médecin, partout où je vais, il y a des gens superbes pour m'aider. J'ai un cancérologue superbe, avec un autre frère médecin québécois togolais, et qui m'aide et je m'en sors. Mais pendant tout ce temps, je me bats et qu'est-ce qu'on fait après? Et bon, donc je finis le cancer. Et tu as parlé du fait d'être très pieuse aussi. Ouais. Ça c'est venu d'où? Tu as toujours été comme ça? Ouais, ça fait partie de ma vie. Je viens d'une famille très très religieuse. Sauf que moi je suis déiste. Je crois. Je suis musulmane, c'est vrai. Mohammed est mon prophète. Quand je regarde sa vie, j'ai envie de copier. Mais je crois j'ai toutes les religions qui m'inspirent. Parce que je sais que quand tu venais d'arriver au Canada, avant de trouver les mosquées, tu allais quand même à l'église pour te recueillir. Ça étonnait beaucoup de personnes. Oui, justement, chaque fois que parce que j'aime les lieux de prière et j'ai toujours dit à Dieu, partout on parlera de toi, j'irai te prier, que ce soit bouddhiste, chrétien, musulman, juif, partout on parle de Dieu, moi je rentre et je me recueille. Et là, quand j'arrive ici, le Québec a beaucoup d'endroits de recueillement et de prière. Donc j'y allais et quand des amis ivoiriens ou africains chrétiens arrivaient, je leur disais, je peux t'amener là parce que c'est comme ça, je peux t'amener là. Et beaucoup croyaient que je m'étais converti au christianisme. Et d'ailleurs, beaucoup ont raconté ça. Et quand j'arrive, comme dit Moussa, je cherche une mosquée qui me plaît et je ne trouve pas. Mais j'avais l'habitude d'aller à l'oratoire Saint-Joseph qui est très écuménique. Et donc, je trouvais que j'avais un meilleur recueillement là, toute seule. Donc, les vendredis, je prenais mon chapelet musulman, j'allais là-bas, je restais dans mon petit coin toute seule, mais en allant, je faisais, mon Dieu, fais que le sermon, parce que tout se ressemble. D'ailleurs, dans l'islam, on dit, tu n'es musulman que si tu crois en un Dieu unique, aux anges, aux livres saints, aux prophètes. Donc, c'est... Et dans le Coran, il est dit, j'oublie le verset, que si Dieu l'avait voulu, on serait tous musulmans. C'est parce qu'il veut qu'il y a des chrétiens, des ci, des ça, que chacun fasse sa part. Il nous départagera quand on sera chez lui. Et comme moi, je suis une paresseuse, j'ai pas le temps de faire plein de palabres. Moi, je regarde ce qui peut rassembler. Donc, j'allais à l'oratoire. Souvent m'asseoir, me recueillir et parler à mon Dieu là et puis voilà et demander que je sois guidée. Voilà. Et donc, on est en 2023, donc disons 14 ans après l'ouverture de la Maison de l'Afrique. Où en est ton niveau de santé? Je suis en forme, bien que de temps en temps je fais des petits trucs. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit AVC. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je fais attention. Parce que il y a tellement de petits-enfants qui m'entourent. Et comme j'aime bavarder, j'aimerais bien être là quand vos enfants vont être un peu grands pour leur raconter des choses. J'ai vu ça, c'était comme ça en Afrique et tout. Donc, je prends soin de moi. Et tu as décidé de retourner en Côte d'Ivoire? Oui, parce que mes entreprises, depuis 2004, elles ont pris de l'eau. Et elles ne marchaient pas très bien. Et puis, il y a eu la crise. Et les entreprises... Moi, quand je quittais la Côte d'Ivoire, quand je prenais du recul, c'était pour que les gens n'identifient pas mes entreprises à moi, pour qu'elles soient pérennes et que demain, d'autres personnes puissent les gérer. Et paradoxalement, je n'ai jamais pensé que mes enfants viendraient les gérer. J'ai jamais dit à mes enfants, tu viens, tu fais ça, viens, tu fais ça. Non.
C'est chacun regarde où il se sent bien, il fait. Parce que moi, personne ne m'a dit tu vas faire ça. Et c'est ça qui m'a aidé. Et les enfants qui ont des parents nantis ont souvent des problèmes parce que les choses sont tracées. Et souvent, ils sont très créatifs, ils ne veulent pas rentrer dans le tracé. Moi, je ne voulais pas embêter les miens parce que moi-même, j'aime pas qu'on me mette sur un chemin. Et Dieu merci, il y en a qui trouvent des intérêts. Moussa est à Maison de l'Afrique ici, Abou s'occupe de choses en Côte d'Ivoire. Madame Argent compte l'argent. Donc, chacun a trouvé sa voie. Mais on était où? Donc, la raison de ton retour en Côte d'Ivoire. Oui, c'est les entreprises s'identifient à moi et je ne suis pas arrivée. Ça, c'est un de mes grands défauts, là, quelque chose qui n'a pas marché. C'est que je ne suis pas arrivée à pérenniser, à faire que les gens ne pensent pas en moi en pensant aux entreprises. Oui. Peut-être parce que j'ai dit moi-je, ça fait un peu égo, mais en même temps, derrière ce moi-je, j'aimerais que les gens s'approprient, que les entreprises vivent sans moi, qu'elles aient un nouveau virage et trucs. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu m'as dit encore, le cerveau? Non, c'est exactement ça. Bon, comme on atteint déjà 1 heure à notre émission, nous, on aimerait savoir, est-ce que tu as un mot à dire? Quel message tu as aux personnes qui nous écoutent? Je vais dire aux jeunes femmes qui nous écoutent, en fait. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu as un message pour elles? Aux jeunes femmes, oui, aux jeunes hommes, je suis d'accord avec toi. Quel message lancer? C'est que ça fait nunuche de dire qu'on s'aime, mais c'est pas nunuche, c'est être humain. Parce que c'est quoi qui apporte quelque chose? C'est être humain. Quand tu es humain, tu as de l'empathie. J'ai vu hier à la télé qu'en Finlande, maintenant, on apprend l'empathie aux enfants à l'école. Ils se touchent, ils se parlent, je t'aime, si, ça, parce que c'est ça la base de la vie. Moi, j'ai tout eu. Pourquoi j'ai tout eu? Parce que mes parents ont toujours tout donné aux autres. On se disait, ils ne nous aiment pas, ils aiment que les autres. Ils ont tout donné aux autres. Partout où j'ai été, que ce soit en Chine, en Inde, au Japon, partout, j'ai eu des gens qui se sont occupés de moi, qui m'ont aidé, qui n'étaient pas mes parents. Et donc, quand on donne, mais ce n'est pas toi qui vas donner et qui va recevoir. Tu vas donner, ton enfant va recevoir. Moi, j'ai eu plein. Alors qu'on se plaignait de ma mère et de mon père, ben, ils ont sémé, j'ai récolté. Si je sème, mes enfants vont récolter. Mais les gens aussi pensent que on doit rendre service qu'à ceux qui sont bons. Moi, mon père me disait, si on dit que quelqu'un n'est pas bon, ça à qui ça fait mal? C'est à la personne elle-même. Mais si elle ne peut pas faire qu'on dise qu'elle est bonne, c'est qu'elle ne fait pas exprès. Alors peut-être qu'il faut l'aider en l'aimant. Peut-être qu'en l'aimant, elle va changer. Et donc, on ne peut pas changer les gens. On fait sa part. Et là, je ferme avec Marc Aurèle, qui dit, l'empereur Marc Aurèle, qu'on dit qu'il a été le meilleur des humains. Marc Aurèle dit, chaque matin, je sais que je vais rencontrer un méchant, un ingrat, un idiot, un menteur. Mais ça, moi, je sais que le beau, le bien, c'est le beau. Le mal, c'est la laideur. Moi, je choisis le bien. Ces gens-là sont comme ça parce qu'ils n'ont pas su choisir la beauté. Mais ce que moi, je sais aussi, c'est que tous les humains, c'est Marc Aurèle qui dit, tous les humains, on est les mêmes. On est comme les deux trucs des paupières. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui peut aller avec l'autre. Ou comme les deux rangées des dents. Si je fais mal, j'aurai mal, parce que le mal va me revenir. Si je suis bien, j'aurai bien. Donc, il faut perpétrer le bien. C'est pas parce que les gens sont mauvais, ils sont peut-être dans des situations, il faut s'en protéger. Je dis pas qu'il faut embrasser le serpent. Comme dit mon fils Abou, même assoiffé d'amour, on n'embrasse pas le serpent. Oui, mais il faut donner de soi, il faut avoir de la compassion, et il faut pardonner. Il faut pardonner et il faut savoir que tout ce que nous pensons comme mal, c'est notre ego qui nous l'enseigne d'abord. Quand tu dis oui, l'autre il me regarde mal, c'est ton ego parce que tu as envie qu'il t'aime et puis toi-même peut-être c'est pas bien. Tout ce qui est mauvais, c'est ton ego. Et l'ego surdimensionné, il devient l'orgueil. Et donc chaque fois que tu es dans une passe difficile,
dis-toi, la part de mon ego, c'est quoi? La part de mon ego, c'est quoi? Et je lisais un livre hier soir où la dame expliquait, c'est les 5 blessures, là, écrites par des Canadiens. Elle dit, même elle qui est dans l'accompagnement, dans la psychologie, dans ci, dans ça, elle voit que même elle qui connaît l'ego, jusqu'à présent, son ego l'amène. Donc, même quand tu es dans le bien, par exemple, mes enfants me critiquent, ouais, tu es Dalai Lama, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Beaucoup dans ce Dalai Lama là, c'est l'ego. C'est pas parce que le bien est bien, hein, je veux faire bien pour qu'on m'aime aussi. Mais il faut enlever la dimension de pour qu'on m'aime, je veux faire le bien parce que c'est le bien. Et donc, c'est ça. Donc tout, ce qu'il faut tous les jours, est-ce que ce que je pose comme acte, c'est pas mon ego? Est-ce que c'est pas mon ego? Est-ce que c'est pas mon ego? Quand tu as guéri l'ego là, tu es guéri. Mais tu peux pas le guérir parce qu'il est là tous les jours, il te blague, il te flatte. Donc il faut que tu saches qu'il est là et que tous tes mots viennent de lui. Sinon, il n'y a pas de vrais mots. Ouais. Écoute, on n'a pas pu parler de Africa Web Festival, de beaucoup d'autres choses. Mais Africa Web Festival, ça vient. C'est en novembre. C'est en novembre. Bon, on aura d'autres occasions de parler du Africa Web Festival. Merci encore maman pour ta présence aujourd'hui, vraiment. Merci pour la vidéo, ça là, je suis pas belle là-dedans. Hey. On compte sur Blackbird, pour ça. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode-là. On va terminer bien sûr en demandant à notre chère maman de dire le slogan habituel. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Je suis Mariam Sidiawara, la maman du monde entier, et vous écoutez RDF. Merci. Merci beaucoup, maman. Okay. Yes.